Bonjour et bonsoir à tous ceux qui sont présents au webinaire hebdomadaire organisé par PECB. Ce webinaire est le premier webinaire organisé en français en matière de gouvernance, de risque et de conformité. Il a pour thème l'ISO 31000-2009, Management du risque, principes et lignes directrices, cadre de référence incontournable pour l'entreprise. Le webinaire sera présenté par Ziad Boudriga, formateur certifié PECB et auditeur senior pendant 11 années. Si vous avez des questions, je vous prie de bien vouloir les soumettre pendant la présentation et M. Boudriga y répondra à la fin de la présentation ou par courrier électronique. Monsieur Boudriga, je vous prie de bien vouloir commencer la présentation. Merci. Merci, bonjour tout le monde. En premier lieu, je remercie tous ceux qui sont inscrits et qui sont là parmi nous pour suivre ce webinaire de haute importance. Également, je souhaite remercier PUCD pour organiser pour la première fois en langue française la thématique qui concerne l'ISO 31000 version 2009. En fait, l'ISO 31000-2009, c'est un cadre de référence de management des risques. Notre webinaire s'intitule, il va traiter cette norme-là, mais de point de vue en se posant la question suivante en tant que cadre de référence incontournable pour l'entreprise. Si implicitement on suppose qu'il y en a d'autres cadres de référence et qu'il s'agit bien là de suivre l'ISO 31000, c'est quelque chose d'incontournable pour l'entreprise. Là, c'est la question qu'on va essayer de présenter et d'apporter une réponse. Notre webinaire se compose de deux parties. La première, c'est concepts fondamentaux liés au risque. La deuxième partie, c'est le cadre de référence qui est pratiquement le concurrent à ISO 31000. C'est le cause 2 versus l'ISO 31000. On va les comparer, essayer de les comparer assez rapidement. Et en ce qui concerne la troisième partie, elle va concerner le management des risques selon l'ISO 31000. Les différentes étapes, l'approche, les principes et tout ça. Commençons par les concepts fondamentaux liés au risque. En fait, pour être en mesure d'appréhender l'ISO 31000 ou n'importe quel autre cadre de référence, il est important de connaître des mots-clés qui concernent les risques parce que dans le cadre d'un cadre de référence, les termes n'ont pas les mêmes significations que lorsqu'on est dans un contexte habituel, jour au jour, ou bien du management et tout ça. Là, on s'adresse à des spécialistes et mot a sa propre signification. En matière de management des risques, il est important de distinguer entre deux domaines, le domaine du connaissable et le domaine de l'inconnaissable. Ainsi, une entreprise va opérer, va prendre des décisions, va faire Ceci, c'est compte tenu de quoi? Compte tenu de plusieurs informations qui sont connectées, mis à part la qualité de l'information, l'exhaustivité, tout ça. Il y a quelque chose d'intrinsèque à l'information qui doit être présente, c'est de savoir dans quel domaine ces informations nous parviennent. Il y en a deux domaines, le domaine de l'inconnaissable et le domaine du connaissable. Je ne vais plus expliciter ceci dans le slide présent. Les éléments de domaine inconnaissable sont hors de portée de l'observation et ne dépendent pas de notre volonté. Si on prend par exemple, si on est aux années 60 ou bien aux années 70, aucune personne n'aurait pu imaginer la révolution technologique en matière de télécommunication. Même moi-même, durant mon enfance, je n'ai jamais imaginé qu'on peut se déplacer tout en utilisant le téléphone. Là, quelque chose de spontané, 50 années auparavant, c'est de l'imaginaire, c'est du domaine de l'inconnaissable, également aussi 30 années, 40 années, c'est du domaine de l'imaginaire pour nous actuellement en ce moment. Donc c'est un domaine en matière de parvenir par les moyens qui sont disponibles et les techniques à utiliser. On ne s'aperçoit pas de quelque chose, ça ne veut pas dire qu'il s'agit bien de quelque chose d'inconnu. C'est du connu, mais nous ne disposons pas des informations nécessaires parce que, faute de moyens, faute de techniques, de méthodes, ou bien de quelque chose que ce soit qui
entrave d'avoir l'information. Dans ce domaine du connaissable, on est partagé entre deux sous-domaines. Le domaine d'incertitude, parce qu'on connaît quelque chose, mais on ne sait pas est-ce qu'elle va arriver ou elle ne va pas arriver. Quel est son impact également? Donc il s'agit bien de l'incertitude. Et le deuxième sous-domaine du domaine du connaissable, c'est la certitude. On est certain que demain, le soir il fera nuit, et demain matin, le soleil va se lever du nouveau. Donc c'est quelque chose de certain. En matière de management des risques, on va éliminer tout ce qui est lié au hasard et on va éliminer tout ce qui est lié à la certitude. Si on modélise ceci et on transforme ça en termes mathématiques et probabilité. En probabilité, on a deux événements, on appelle l'événement impossible. L'événement possible, là, la probabilité, elle est égale à 0. Il s'agit bien en matière de management des risques de tout ce qui relève de l'inconnaissable, c'est-à-dire le hasard. Et également, il y a un autre événement qui est extrême, l'événement, ce qu'on appelle l'événement certain, là où la probabilité est égale à 1. Donc, en matière de management des risques, on va gérer l'incertitude. L'incertitude en excluant hasard, en excluant la certitude. Donc, on est pur et simple dans un environnement d'incertitude. Et là, pour exprimer l'incertitude au management des risques, on parle de vraisemblance, on parle de probabilité, on parle de fréquence, on parle d'occurrence, ainsi de suite. Plusieurs termes qui signifient quelque chose qui va être en relation avec la survenance ou la non-survenance de quelque chose. Donc, la gestion des risques nécessite quoi? Un état d'esprit qui accepte de prendre en compte la démarche de l'incertitude en excluant le hasard, afin de mesurer les impacts et de prendre les actions, là, des actions dans le futur, des actions de maîtrise qui doivent s'imposer. Donc, là, je joins un tout petit peu l'ISO 31000 qui définit le risque. Le risque, c'est l'effet de l'incertitude sur l'atteinte des objectifs. Donc, on est plein dedans. D'ailleurs, le concept le plus important, le concept qui doit être pris en considération et compte, c'est l'incertitude. L'incertitude de survenance, ici on est certain de la survenance de quelque chose, on n'est pas certain du degré de l'impact. Donc l'incertitude, elle est double. Lorsqu'on parle d'un écart, un effet est un écart positif ou négatif par rapport à une attente. On va parler de l'écart positif et négatif et quelle est la signification de ces deux termes dans le cadre du management des risques. Également, les objectifs, là, on ne peut pas parler de risques sans parler d'objectifs. Les objectifs peuvent avoir différents aspects, des buts financiers, de santé, de sécurité, liés à l'environnement, ils peuvent concerner différents niveaux. On parle des objectifs stratégiques, on parle des objectifs opérationnels, des objectifs en termes de conformité, d'un processus, d'une activité, d'un marché, d'un produit. Là où il y a objectif, donc il y a incertitude de l'atteinte de cet objectif-là, et de là, on parle de risque. Le risque est une question de vision. On parle de vision positive, vision neutre et vision négative. Je vais expliciter ceci à travers des exemples. Vision positive, là, si le climat, le temps est mauvais, là, ça va susciter un certain nombre ça va augmenter, par exemple, l'augmentation, la consommation de certains produits, tels que la climatisation, le chauffage, l'électricité, l'énergie, tout ça. Donc, un événement qui va survenir, qui va être profitable pour certaines activités. Et donc, ceci constitue une opportunité. Ce qui constitue, c'est la vision positive. Si quelqu'un va se déplacer pour, par exemple, aller en voyage et passer, là on est en plein à la fin de l'été, passer ses vacances, lorsqu'il fait beau, le soleil il est là, donc la plage n'est pas agitée, elle est bonne, elle est calme, le temps il est ensoleillé. Là, c'est une opportunité pour ceux qui vont passer leur voyage. Par contre, ce même climat,
pour un cultivateur, un agriculteur, ça constitue un risque parce qu'il a besoin de pluie. Donc, en même temps, si le temps, il pleut, lorsqu'il pleut, ce temps-là, ce sont des conditions favorables, favorables pour l'agriculteur, alors que c'est défavorable pour celui qui va aller pour un voyage. Donc le risque peut avoir une vision positive, une vision négative et également une vision neutre. Une vision neutre, là, un savant qui va travailler sur la météorologie, au météo, un savant, là, ça constitue pour lui des statistiques. Il va nous dire soit c'est la plus haute température qui a été constatée depuis des années, 20 années, 30 années. Il va essayer d'expliquer la température, pourquoi elle est élevée, ou bien pourquoi le temps n'est pas comme d'habitude, tout ça. Donc c'est une question, et cette personne-là, ce savant-là, a une vision neutre. Donc il est important de savoir et d'avoir à l'esprit que par rapport au risque, tout dépend de la vision, tout dépend de notre position. Je continue dans le cadre de la perception et de la vision. Si on prend le risque d'accident et de décès par moyen de transport, là, si je vous demande quel est le moyen de transport le plus risqué, tout le monde, systématiquement, si on n'a pas l'information au préalable, tout le monde va aller, on va dire quoi, l'avion c'est le moyen de transport qui est le moins risqué plutôt, et les autres, motocyclettes, déplacements pédestres et tout ça, ça viendra dans un ordre inférieur. Alors que les statistiques sur 100 millions de passagers de tués par 100 millions de passagers par kilomètre, les statistiques de 2001-2002, elles nous donnent que le moyen de transport le plus risqué, c'est le motocyclette, alors que le moyen de transport qui est le plus risqué, c'est l'avion. Donc, on va continuer dans notre présentation. Là, un concept d'incertitude, un concept de perception. Maintenant, un troisième élément qui est très important, il faut articuler le management des risques conformément à ce que j'appelle, moi, le modèle ORICO. Le modèle ORICO, c'est objectif, RI, c'est risque et contrôle. L'entreprise va déterminer ses objectifs. Et par rapport à l'objectif, on va déterminer des risques. Les risques vont être identifiés par rapport aux objectifs. Dans le cadre d'une analyse, on va voir, là j'anticipe, quel est l'apport et la valeur ajoutée du cadre de référence. L'ISO 31000, c'est qu'il offre une approche dynamique pour appliquer et mettre en place ce modèle-là. Par rapport aux risques et aux objectifs, si les risques s'avèrent très élevés ou bien si l'entreprise ne dispose pas des moyens nécessaires pour faire face à ces risques-là, là, l'entreprise va revoir les objectifs. Une menace pour qui? Pour les passagers. Les passagers ne sont pas exposés au risque d'un contact entre le passager et l'avion. Et puis, pour qu'il y ait un accident, crash d'avion, il faut qu'il y ait un événement déclencheur. Le danger ou bien la menace, l'événement contact et l'événement amorce. Je prends un deuxième exemple. Là, un exemple typiquement pédagogique. Là, c'est une falaise qui présente un danger. Ce danger-là, il faut qu'il y ait un événement contact, construction de bâtiments. Ce danger-là, il est par rapport à qui? Situation dangereuse. Aux habitants et construction. Il faut qu'il y ait un événement déclencheur de l'accident, un orage, qui va donner l'accident, donc la chute de la falaise et puis les dégâts qui peuvent être causés. En matière de management des risques, il est important, et là, tous ces éléments-là vont nous permettre de bien comprendre l'ISO 31000. Un risque, il est défini par rapport aux deux éléments importants. Le premier élément, c'est la vraisemblance ou bien la probabilité de impact
Parfois, en matière de littérature, on parle de probabilité, on parle de fréquence, mais la norme ISO 31000, elle utilise le vocabulaire vrai, c'est la vraie semblance. C'est la traduction de likelihood de l'anglais. C'est pas probabilité, la vraisemblance d'occurrence de quelque chose. Là, on peut mesurer la vraisemblance par la probabilité et également par la fréquence. Tout dépend quel outil et quelle méthodologie on utilise. Et puis qui mesure l'incertitude, et puis on a l'impact et conséquences. Pourquoi on a besoin de ces deux éléments-là? Parce qu'un risque a un poids. Un poids qui est calculé sur la base de cette vraisemblance et de l'impact. La vraisemblance, comme on l'a dit très bien, si on est dans l'inconnaissable, donc c'est un événement impossible, donc la probabilité elle est égale à 0, donc on va exclure ceci. Et également, si on est dans une en ce qui concerne la certitude, c'est-à-dire la probabilité égale à 1, c'est à éliminer. Donc on est dans mathématiquement parlant, on est dans un intervalle compris ouvert à gauche et à droite entre 0 et 1. C'est l'incertitude pour mesurer l'incertitude. On utilise en matière de qu'il y a deux approches importantes, très différentes, l'approche quantitative et l'approche qualitative. L'approche quantitative n'est pas celle préconisée par les autres 31 000 parce que là, on est en train de mettre en place quelque chose de qualitatif qui va nous permettre de prendre des décisions et des actions. L'approche qui est préconisée par les autres 31 000, c'est l'approche qualitative, donc de donner à chaque risque, pour mesurer l'influence en termes d'échelle. Et on peut faire appel à l'approche quantitative pour définir ces niveaux-là. On peut ajuster ces niveaux-là, on peut utiliser 3 niveaux, 5 niveaux, 6 niveaux, 10 niveaux. Ce qui est préconisé, d'ailleurs, dans les exemples donnés par l'ISO, c'est 6. 6, pourquoi? Parce que 3, c'est peu, 10, c'est beaucoup. 5, on va se retrouver généralement dans le niveau 3. Donc, lorsqu'on utilise une échelle avec une échelle paire, donc on doit trancher entre, par exemple, le 3 et 4. Nous avons 6 niveaux. Rare, c'est 1, probable 2, possible 3, probable 4, très probable 5, presque certain 6. Comment identifier ceci, comment donner ces évaluations-là et tout ça, là c'est toute une partie, c'est les autres 31010 qui nous parlent des techniques d'évaluation. Il y en a des techniques qui vont nous permettre de donner ces chiffres-là. Là, on peut utiliser l'approche historique en se basant sur des études et des fréquences. On peut utiliser également, si on va se balancer vers le futur, on va utiliser les méthodes probabilistes et les simulations telles que la simulation Monte Carlo, ou bien faire appel à des lois probabilistes qui vont nous permettre d'avoir des échelles de grandeur. Et également, en absence de données historiques, en absence de l'impossibilité de faire des simulations dans le futur, là, il faut toujours avoir une solution. Là, il y a ce qu'on appelle l'avis des experts qui vont nous donner, un expert, c'est quelqu'un de l'intérieur ou bien de l'extérieur de l'entreprise qui a de l'expertise dans un domaine déterminé, qui peut donner une évaluation sur une échelle à 5, à 6, plusieurs experts, ils peuvent nous donner une valeur proche et qui va être revue en continu. En ce qui concerne l'impact également, on a 6 niveaux du négligeable à catastrophique. Là, dans le cadre du modèle des risques, selon l'ISO 31000, on va le voir tout à l'heure, c'est l'élément, c'est l'établissement du contexte. Tous ces échelles-là et la signification de chaque échelle, comment déterminer cette échelle, qui est-ce qui intervient pour la détermination de ces échelles-là, c'est dans la partie établissement du contexte et la détermination de la politique générale de management des risques de l'entreprise. Pourquoi, en faisant appel à la criticité, faisant appel plutôt à la vraisemblance et à l'impact pour mesurer le poids du risque? On a besoin de calculer le poids du risque
Le poids du risque, ce n'est autre que le facteur multiplicateur entre vraisemblance et impact. Donc, étant donné que j'ai des chiffres, donc je passe de l'ordinal au cardinal à travers cette évaluation selon des échelles. Je peux par exemple un risque dont la probabilité égale à 2 et l'impact égale 3. Donc, il a une criticité qui est égale tout simplement à 6. Le plus important en matière de management des risques, c'est bien d'avoir une échelle vraisemblance, c'est bien d'avoir une échelle d'impact et de pouvoir calculer. Le plus important, c'est de pouvoir déterminer quelle action on va prendre par rapport à ce risque-là. Il y a deux types d'actions. Il y a ce qu'on appelle protection. Protection, c'est pour agir, les mesures de protection, c'est pour agir sur quoi? Sur l'impact. Porter un casque, ceci agit sur l'impact. Mettre sa ceinture dans la voiture, ça agit sur l'impact. Ce sont des mesures de protection. Casque, une police d'assurance, c'est un moyen de faire face à tout ce qui va réduire l'impact. C'est des mesures de protection. Mais mettre un casque ou bien mettre la ceinture n'empêche pas la survenance d'un accident ou bien d'une chute. De l'autre côté, on parle des préventions, parce qu'on peut agir sur la vraisemblance. La vraisemblance, c'est sans déconseiller, par exemple, tout ce qui va agir sur la probabilité, ça va nous permettre de réduire la vraisemblance. Ici, on va introduire ce qu'on appelle, parce que en matière de management des risques, il est important de définir par la suite ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable par l'entreprise. Et comment y arriver selon une approche méthodique? Le diagramme de Farmer, c'était appliqué dans le domaine du nucléaire, mais il est par la suite, là vous le connaissez tous, mais sans lui donner le nom de son créateur Farmer. Le diagramme de Farmer, c'est composé en deux, on parle de la vraisemblance, axe désordonné ou bien l'impact. On peut inverser, hein, ce n'est pas une règle, ce n'est pas de quelque chose de figé, mais ce qui est communément utilisé, c'est vraisemblance dans les axes désordonnés et l'impact dans l'axe des abscisses. Ceci mesure la prévention, diminue la vraisemblance, et ceci mesure la prévention, diminue l'impact. Si on va prendre un exemple, l'exemple, c'est ce qui va nous permettre de diviser le diagramme de Farmer en deux parties, ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable. Un exemple, incendie, installation sans moyen d'extinction au niveau d'une entreprise. Là, le risque, on le trouve et se situe dans la zone de l'inacceptable parce que impact élevé et vraisemblance élevée. On veut le ramener d'ici vers là. On va le faire en deux étapes. Une première étape, là, incendie d'installation avec moyen d'extinction, on met des extincteurs, là on va diminuer l'impact en cas d'incendie. On voit très bien que le risque pour l'entreprise, il reste assez élevé, donc on va le réduire à travers quoi? On va agir sur la vraisemblance, à travers quoi? À travers installation de moyens d'extinction. En plus, on met en place des procédures et on fait de la formation et de la sensibilisation du personnel, ce qui va nous permettre de réduire ce risque-là dans la partie acceptable. Là, ceci va nous amener à parler de l'appétence pour le risque. L'appétence pour le risque, c'est le fait de diviser l'ensemble des risques de l'entreprise, là, ceux qui s'inscrivent dans les limites d'appétence pour le risque et ceux qui sont en dehors de cette appétence pour le risque. Ceci va nous permettre, je reviens également à un élément très important et qui est spécifique à l'ISO 31000. C'est que il est important là de définir et de déterminer pour l'entreprise les 4 niveaux de risque. Ce qui constitue un risque faible, un risque moyen, un risque élevé et un risque extrême. Sur quelle base on va déterminer ceci? Il y a des éléments qui sont objectifs. C'est l'échelle de vraisemblance et de l'impact. Mais il y a un autre élément qui est subjectif, qui est propre à chaque entreprise, propre aux dirigeants, propre aux décideurs, de déterminer selon ce qu'on appelle la matrice des risques. Là, certainement, vous trouvez dans des exemples pour l'ISO 31000 ou bien la même famille de l'ISO 31000, l'ISO 27005,
quelles sont ces significations-là? Là, j'ai une échelle de 6 en ce qui concerne l'impact et une échelle de 6 en ce qui concerne l'incertitude. Il y a, là, je vais déterminer, je fais les calculs de la vraisemblance de l'impact, mais ce qui va être déterminé ici, les 2, 3, 4 et 1, ce sont les... chaque entreprise va déterminer ce qui est pour elle, à un moment donné, de faible, de moyen, d'élevé et d'extrême. Donc, je peux calculer tout ce qui est dans la criticité dépasse 30, c'est de l'échelle de 4. Et je peux changer ceci. Ceci change d'une entreprise à une autre. En fonction de quoi? En fonction de l'appétence, en fonction de quelle est la perception. On a parlé tout à l'heure de la perception de l'entreprise par rapport à ces risques-là. Et également par rapport à l'historique de cette entreprise-là. Ce que j'ai ici va me permettre, là, juste, je me permets d'introduire ce mot-là, ce n'est autre que la cartographie des risques de l'entreprise. Maintenant, ayant ces éléments-là, ces concepts-là étant définis, on peut aller maintenant au vif du sujet. Le cadre de référence, l'ISO 31000, mais auparavant, pourquoi il est incontournable pour l'entreprise. Et d'ailleurs, au mois de septembre, ISO va publier la version finale de l'ISO 9001 et l'ISO 14001 avec l'introduction d'un nouveau chapitre sur les risques, que ce soit l'ISO 9001 ou bien l'ISO 14001. Chaque entreprise, pour garder sa certification, elle doit mettre en place un dispositif de management de risque et gérer les risques associés à la qualité ou bien à l'environnement conformément à un cadre de référence qui est bien spécifique. Et l'ISO 31000 ne l'exige pas, mais elle le préconise, elle le recommande implicitement, c'est l'ISO 31000. Mais entre-temps, ce n'est pas le seul cadre qui existe. Il y a un autre cadre qui c'est ce qu'on appelle le COSO. Le COSO, c'est l'acronyme de Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission. C'est un comité qui a été créé en 1985 au niveau des États-Unis pour faire des investigations et des études en ce qui concerne les fraudes au niveau des états financiers. Ce comité-là, c'est un comité qui émane du secteur privé, mais qui est sponsorisé par ces organismes-là, American Accounting Association, American Institute of Certified Public, Filing Executive International, Institute of Management Account et Institute of Internal Auditors. Ce cadre-là, il n'est pas le plus utilisé, c'est l'ISO 31000, mais il est d'actualité, étant donné il y a une version qui est en cours, il y a une importante révision en 2015. J'ai voulu bien introduire l'ISO 31000, le COSO, parce qu'il faut le comparer par rapport à l'ISO 31000 et je vais présenter par la suite quelles sont les limites, quels sont les avantages et le plus de l'ISO 31000 et pourquoi personnellement j'invite, je recommande l'ISO 31000 et non pas le COSO, le COSO 2, parce qu'il y en a le COSO 1. Selon le processus de management des risques, selon le COSO, Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission, le management des risques est un processus mis en œuvre par le conseil d'administration, la direction générale, le management et l'ensemble des collaborateurs. Et il est là pourquoi? Pour identifier des événements potentiels susceptibles d'affecter l'organisation et pour gérer les risques dans les limites de son appétence pour le risque. Il vise à fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs. Le COSO, il est articulé sur 8 éléments qui prennent en considération les 4 catégories d'objectifs, les objectifs stratégiques, les objectifs liés aux opérations, les objectifs de reporting et les objectifs de conformité. Partant par le premier élément, l'environnement interne, le deuxième élément, c'est la fixation des objectifs, le troisième, c'est l'identification des événements, par la suite, l'évaluation des risques, traitement des risques et on a l'activité de contrôle et de collaboration et communication pour finir par le pilotage si appliqué à toute l'entreprise ou bien une division ou bien une filiale ou quelque chose comme ça. Ce qui manque par rapport à les autres 31000, on va le voir tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas une relation dynamique entre ces 8 éléments. Là, on dirait comme si on est dans un environnement de 3 dimensions qui est statique. Il est important en matière de management des risques d'avoir une approche dynamique.
et une approche qui est, parce que le processus de management des risques, c'est un processus itératif. Et également, en ce qui concerne le COSO, il n'y a pas une approche systémique, une approche globale. On dirait quelque chose qui est basé élément par élément, sans pouvoir mettre en place un dispositif qui prend une vision globale de l'entreprise. Également, troisième élément, dans le cadre du COSO, on n'implique pas explicitement les parties prenantes. Sans attarder sur le COSO, qui reste un cadre de référence intéressant, mais je suis en train de le comparer par rapport à l'ISO 31000. Il souffre de quelques faiblesses. Peut-être la nouvelle version va corriger ces erreurs et ces faiblesses-là. Ceci étant, une approche complémentarité entre l'ISO 31000 et le COSO pourrait être effectuée par les entreprises. Le management des risques selon l'ISO 31000. L'ISO 31000, la norme ISO 31000 2009, c'est un cadre générique d'ISO, toutes les normes liées au management des risques. Là, il y a des normes, je cite 15378 pour les entreprises opérant dans le domaine pharmaceutique, également maintenant l'ISO 9001, l'ISO 14001, il y a des normes relatives à l'hygiène, à la sécurité, au système d'information et tout ça, qui le 27005 pour les risques liés et associés à la sécurité de l'information et tout ça. Donc tous sont de la famille de l'ISO 31000. Fournit des principes et des lignes directrices générales sur le management des risques, peut s'appliquer à tout type de risque, quelle que soit sa nature, n'a pas pour vocation de servir de base de certification. Pourquoi également je plaide pour l'ISO 31000? Parce que l'ISO 31000 présente une famille complète. Commençons par l'ISO 73-2009, management des risques, les vocabulaires, quelles sont les définitions, d'une manière explicite et d'une manière claire. On définit c'est quoi une politique de management des risques, on définit c'est quoi les parties prenantes, on définit les éléments constitutifs de risque, on définit pas mal d'éléments qui vont nous servir, notamment au niveau de l'entreprise, parce qu'il est important de, commençons par parler le même langage. Parce que dans le cadre du management des risques, on a besoin d'une même culture vis-à-vis des risques et d'un même langage. Là, notre ISO a cette force-là de donner des définitions en se basant sur les concepts et les définitions qui sont plus communément utilisés et qui suscitent l'adhésion de plusieurs spécialistes et professionnels dans le domaine de la norme qui concerne plutôt la norme appropriée au domaine concerné. L'ISO 31000 2009, principes et lignes directrices de mise en œuvre. Également l'ISO 31010 2009, gestion de risque, technique d'évaluation de risque. S'insère dans le cadre de l'ISO 31000 en spécifiant les techniques d'évaluation, les techniques d'analyse, les techniques d'identification des risques. Tout récemment, l'ISO 31004 en 2013, c'est management des risques, ligne directrice pour l'implémentation de l'ISO 31000. L'ISO 27005 2011, technologie de l'information, technique de sécurité, gestion des risques liés à la sécurité d'information. L'ISO 31000, cadre générique, c'est le cadre générique d'ISO pour toutes les normes. Comme je l'avais tout à l'heure, c'est une reprise pour enchaîner de précédents slides. Le cadre de référence se présente, le management de risque, il se présente de la manière suivante. On voit très bien la relation dynamique. La relation, c'est en boucle. Commençons par l'établissement du contexte. Au niveau de l'établissement du contexte, on va définir quels sont les critères de l'évaluation de l'échelle de la vraisemblance, de l'impact, la méthode de calcul de la criticité. Et puis également, déterminer, parce que là, c'est quelque chose de spécifique à la norme ISO 31000. Il y a une différence entre l'évaluation du risque et l'appréciation du risque. Et la mesure de risque, on va le préciser
dans quelques minutes. Commençons par l'établissement du contexte. Là, on parle du contexte interne et du contexte externe. Tout un bloc qui est constitué par ce qu'on appelle l'appréciation des risques, qui est composé par l'identification des risques, l'analyse des risques et l'évaluation des risques, pour aboutir à l'infini au choix du traitement des risques. Sans oublier deux éléments très importants, la communication et concertation. Communication et concertation entre qui, on va voir. Et puis, comme tout processus nécessite du pilotage, de la surveillance, et on voit très bien ces flèches-là qui représentent la relation dynamique à tout moment. Et à tout moment, il s'aboule. À tout moment, à tous les niveaux, c'est une approche globale, systémique. Ça va de soi, on peut s'intéresser à un seul élément, mais, dans un cadre global. La mise en œuvre du processus de management des risques, elle se base sur 11 principes de management des risques. Le management des risques crée de la valeur et la préserve pour l'entreprise, parce que l'objectif d'une entreprise, c'est quoi? C'est créer de la valeur pour les parties prenantes et préserver cette valeur-là, c'est-à-dire ne pas la détruire. Deuxièmement, le management du risque est intégré au processus organisationnel. Ce n'est pas quelque chose qui s'ajoute tout seul, mais qui s'intègre dans un ensemble. Le management du risque est intégré au processus de prise de décision. Le management du risque traite explicitement de l'incertitude. Le management du risque est systématique. Là, j'en ai parlé, l'approche systématique. Pensez à la technique, ce qu'on appelle la technique d'hélicoptère, think global, act local, c'est-à-dire penser globalement et agir localement, mais tout en ayant une vision globale. Sixième principe, le management du risque s'appuie sur la meilleure information disponible. Le management du risque est adapté, le management du risque intègre les facteurs humains et culturels, le management du risque est transparent et participatif, le management du risque est dynamique, itératif et réactif au changement. Le management de risque facilite l'amélioration continue de l'organisme. La figure suivante va présenter la relation entre ce qu'on appelle les 11 principes et le cadre de référence de management des risques en se basant sur la roue de Deming, mandat et engagement de l'entreprise, conception du cadre organisationnel du management des risques, mise en œuvre du management du risque. Là, ce sont les étapes surveillance et revue du cadre organisationnel. Et puis, amélioration continue du cadre organisationnel. Ceci qui va entrer en relation dynamique entre le processus de management des risques. Le management des risques est un projet entreprise. Ce n'est pas, il faut qu'il soit considéré comme un projet entreprise. Là, c'est l'application donc de tout le monde. On ne peut pas réussir s'il n'est pas considéré comme un projet entreprise, suscitant l'intérêt de la plus haute direction. Le projet de management des risques, il faut avoir tension d'un mandat de la direction et son engagement. Ça, c'est très important. Nomination d'un responsable. Quant au projet, il faut qu'il y ait un pilote et un responsable. Définir les responsabilités des principaux intervenants. Assurer la responsabilité. Établissement de la politique de management du risque. Là, si on revient à l'ISO 73, vocabulaire de management des risques, partie prenante, c'est toute partie qui est impliquée ou bien qui subit l'impact d'une prise de décision. Toute partie qui contribue ou participe dans la prise de décision, ou bien elle subit l'impact de cette décision-là, elle est considérée comme partie prenante. Et puis, mise en œuvre d'un processus de management des risques. Et pour mettre en place et mettre en œuvre ce processus-là, il devrait être formalisé. Tout le cadre, il est une présentation dans le cadre de la mise en place. On trouve la structure, il faut identifier une structure qui est chargée de management des risques. Commençons par la nomination d'une personne, établissement du contexte, le contexte, c'est-à-dire les contextes internes et les contextes externes, et également identifier quels sont les paramètres, les choix, les parties prenantes, les intervenants. Constitué par les différentes étapes d'identification du risque, l'analyse du risque, évaluation du risque et traitement du risque, soutenu par quoi? Par une communication du risque et une consultation. Là, tout à l'heure, on a utilisé le terme concertation et ici, on a utilisé le terme consultation. Par rapport au terme en anglais, là, au niveau de la traduction française de la norme ISO 31000, on parle de
concertation, alors que la traduction de la norme 31010 de l'anglais au français, on parle de consultation, donc les deux termes, question de traduction, ils représentent le même contexte, c'est-à-dire faire appel aux parties prenantes dans la prise de décision et dans la définition de toutes les orientations. Par la suite, il y a le socle, c'est la surveillance et revue du risque. Comme une question de concertation. Les parties prenantes, personne organisme susceptible d'affecter, d'être affecté, de se sentir lui-même affecté par une décision ou une activité. Donc, il est important de communiquer, de concerter. On ne peut pas réussir seul parce que là, c'est un projet entreprise. L'établissement du contexte, en ce qui concerne l'établissement du contexte, c'est la mission, objectif et valeur et stratégie de l'entreprise. Il ne faut pas oublier, on ne peut pas identifier les risques sans les objectifs. C'est le modèle ORICO. Établissement de l'environnement externe, là on parle des menaces et des opportunités qui peuvent se présenter de l'extérieur. Établissement de l'environnement interne, quelles sont les forces et les faiblesses de l'entreprise. C'est entre autres l'analyse SWOT. Strengths, weaknesses, opportunities, threats, forces, faiblesses, menaces, opportunités et menaces. Identification, analyse des parties prenantes, identification et analyse des exigences, détermination des objectifs, détermination des critères de base, de définir pour quel risque est considéré comme étant un risque important, faible, catastrophique, tout dépend de ces critères-là. Détermination du périmètre du management des risques. Appréciation du risque. Appréciation du risque est composée par, là le terme utilisé pour dire et pour spécifier 4 sous-processus. L'identification des risques, l'analyse des risques et l'évaluation des risques. L'identification des risques, ce sont un risque, c'est un événement, donc on doit identifier quels sont les événements susceptibles d'avoir un impact négatif. Analyser les risques, c'est identifier quelles sont les causes de ce risque-là, les origines du risque-là pour pouvoir agir. Et l'évaluation des risques, c'est quoi l'évaluation des risques? C'est de comparer les résultats de la partie analyse par rapport à l'échelle de vraisemblance et de l'impact et la criticité, et par rapport aux critères qui sont établis dans l'établissement du contexte, à l'échelle de 1 à 4, de considérer le risque est-ce que acceptable ou bien non acceptable. Donc, l'identification des risques, l'entreprise doit identifier les sources des risques, c'est-à-dire les causes pour pouvoir agir par la suite. Le plus important en matière d'identification des risques, il est clair et net, on ne peut pas gérer un risque qu'on n'a pas identifié. Et c'est la chose la plus catastrophique qui peut arriver à une entreprise. Une entreprise qui n'a pas identifié l'exhaustivité de ce risque-là ne peut pas gérer quelque chose qu'on n'a pas identifié. Donc, la liste des risques, elle devrait être exhaustive. En matière d'appréciation des risques qui concernent, selon la logique de l'ISO 31000, identification des risques et analyse des risques. L'analyse des risques implique la prise en compte des causes et sources de risques. C'est pour cela la modélisation de risques, la menace, l'événement contact, l'événement déclencheur vont aider à identifier quelles sont les causes de risques-là. Les risques analysés et déterminant les conséquences et leur vraisemblance ainsi que d'autres attributs du risque. Analyse de risque, c'est estimer, et on distingue entre l'appréciation, l'estimation et l'évaluation des termes très importants. Apprécier le risque, c'est composé par 3 sous-processus, identification, analyse et évaluer. Dans le cadre de l'analyse, on va estimer. Estimer quoi? Estimer la vraisemblance, l'impact et la vraisemblance. Par la suite, pour arriver à l'évaluation des risques. L'évaluation des risques, je sais très bien que certains d'entre vous vont être dans une situation de confusion. Là, nous sommes dans le cadre de l'ISO 31000, donc pour cela, on doit préciser les termes. Lorsqu'on parle d'évaluation des risques, évaluer les risques, l'entreprise, elle va évaluer ces risques-là par rapport à quoi? Par rapport aux critères d'évaluation. Elle va considérer un risque, il est acceptable ou bien inacceptable. Parce que je reviens à ceci, l'évaluation des risques va nous permettre de déterminer le risque, il est du niveau 4, 3, 2 ou 1, pour par la suite le traiter. Nous avons traitement des risques, là il se situe
au bas des niveaux de management des risques, du processus de management des risques. Et si en matière de management du traitement, on va choisir le mode de traitement, c'est-à-dire les mesures de protection et les mesures de prévention. Le traitement des risques implique le choix et la mise en œuvre d'une ou de plusieurs options de modification des risques. On peut agir sur l'impact, on peut agir sur la vraisemblance, on peut agir sur les deux en même temps, comme on peut ne pas agir ni à la vraisemblance, ni à l'impact. Le traitement du risque implique un processus itératif. Itératif par rapport à quoi? Parce qu'on peut revoir si le traitement n'est pas possible, ou bien s'il n'est pas avantageux, ou bien s'il y a un problème quelconque. On peut revoir l'objectif et revoir les risques, ou bien revoir l'échelle d'évaluation. Ici, donc, en termes de traitement des risques, on va traiter tous les risques qui sont supérieurs à la puissance pour le risque, donc est inacceptable pour se retrouver par la suite dans la zone de l'acceptable. La fiche synoptique en matière de management des risques, on parle de risque inhérent. Le risque inhérent, c'est quoi? C'est le risque qui est à l'état brut, qui n'est pas encore modifié, qui n'a subi aucun changement. Par rapport au risque inhérent, on parle du risque résiduel. Risque inhérent, est-ce qu'on l'a analysé ou pas? Si on n'a pas effectué l'analyse, c'est qu'on a accepté le risque tel qu'il est. Si oui, l'analyse, on va évaluer les risques, l'évaluation du risque déterminé. Là, on parle échelle de 1 à 4. Ce n'est pas estimer la vraisemblance et l'impact. J'insiste sur ceci. Si l'évaluation n'a pas eu lieu, donc on a accepté le risque. Si accepter le risque, c'est le fait de ne rien faire. Hein. Évaluation des risques, oui, action de maîtrise. Les actions de maîtrise, là, si on n'a pas entrepris des actions de maîtrise, c'est l'acceptation des risques. Si on a entrepris des actions de maîtrise, on est au niveau du risque résiduel. Et de là, c'est la boucle également revue de tout de nouveau du risque résiduel. En matière de traitement, là, encore une fois, c'est spécifique à l'ISO 31000, les autres cadres de référence tels que l'ISO préconise 4, alors qu'au niveau du l'ISO 31000, on a 6, on est en présence de 6. On parle de l'évitement du risque, l'augmentation du risque, ça, là, c'est tout à fait nouveau. Comment augmenter un risque, de quel risque on parle? Élimination du risque, changement du risque, partage du risque, maintien du risque. Communément, les autres, dans la littérature, on parle de l'évitement, on parle du changement ou bien modification de risque, on parle du transfert de risque ou bien le maintien de risque. Ce qui est nouveau par rapport aux autres, la nouveauté de l'ISO 31000, c'est l'augmentation de risque et l'élimination du risque. On va en parler tout de suite assez rapidement. Évitement de risque, c'est carrément arrêter l'activité lorsque le risque identifié est considéré trop élevé. On peut décider par l'annulation d'une activité ou d'un ensemble d'activités ou par la modification des conditions en vertu desquelles l'activité est exploitée. Un procédé de production ou bien tout un marché, ne pas exporter sur tel pays ou sur telle région ou bien ne pas produire tel produit, c'est carrément arrêter l'activité, donc c'est éviter le risque. Augmentation de risque, là, si on parle d'augmentation de risque, on parle du risque résiduel. Là, on n'augmente pas un risque inhérent parce que c'est le risque brut tel qu'il est. Le risque, augmentation du risque par rapport à des moyens, par rapport à des actions de maîtrise qui ont été mises en place, on peut les réduire compte tenu d'une information nouvelle ou bien une orientation nouvelle dans l'entreprise parce que, comme on l'a dit, que le risque et le processus de management des risques, c'est un processus itératif. Donc, diminuer les mesures si les coûts dépassent les bénéfices, augmenter son exposition au risque si l'organisation peut profiter de plus d'opportunités. Élimination du risque, là, c'est nouveau. Comment éliminer un risque? L'entreprise va opérer dans la même activité, mais on peut éliminer un risque, c'est-à-dire éliminer la source. Par exemple, si on prend un exemple, faire pression pour révoquer une loi, une réglementation qui est là. Là, on sait très bien le risque de non-conformité par rapport à une loi. Si l'entreprise, elle peut agir par un moyen ou un autre, elle peut convaincre, un ensemble d'entreprises peut faire pression sur le gouvernement pour changer la loi et de là, donc, éliminer le risque sans toutefois arrêter l'activité. Modification de risque, c'est la plus simple, c'est agir sur la vraisemblance et l'impact. Modifier la vraisemblance, modifier l'impact, modifier à la fois la vraisemblance et l'impact. Partage de risque, là le partage de risque, on parle de partage de risque ou bien du transfert de risque. Là, le risque peut être transféré à une autre partie dans le cadre
soi-disant, dans le cadre de l'externalisation, ou bien la police d'assurance, ou bien dans le cadre de quoi? De la sous-traitance, ou bien la facturage. Quand est-ce qu'on va faire appel à ce risque? Cette option est la plus appropriée quand il est difficile pour un organisme de réduire le risque à un niveau acceptable, l'organisme n'a pas l'expertise pour le gérer, et il est plus économique de le transférer à une tierce partie. Le maintien de risque, c'est décider de ne rien faire si le niveau de risque répond aux critères d'acceptation du risque, c'est-à-dire il est dans la zone gauche par rapport à la courbe d'attente pour les risques, le maintien du risque. Par contre, dans le cadre du management de risque, il doit être cependant documenté. Pourquoi documenté? Parce que on peut, par rapport à l'exhaustivité des risques, on peut ne pas, si par rapport à un risque, ne rien faire. On le sait, on le connaît, on l'a identifié, mais on a décidé. C'est pour cela qu'il faut le documenter. C'est pour distinguer le fait de ne rien faire délibérément et le fait de ne rien faire par omission, c'est deux choses totalement différentes. Il est important la négation du risque n'existe pas. N'est jamais une option de traitement. Là, si on se rappelle le Titanic, le capitaine du Titanic, qu'est-ce qu'il a dit? Je n'imagine aucune circonstance qui puisse provoquer le naufrage de ce navire. Je ne veux pas imaginer une catastrophe vitale qui puisse affecter ce navire-là. Là, donc la négation, si on modélise un tout petit peu assez rapidement, le risque par rapport à Titanic, là, en T6, c'est l'accident, il a heurté à l'iceberg. En T1, information valide, la vigie annonce à l'iceberg, décision possible, prise de conscience. Là, c'est le temps pourquoi je présente cette modélisation, parce qu'au management des risques, si on parle de la décision en temps important, l'entreprise va être confrontée à exposer les risques vont être avérés. Information valide, c'est en T3, délibération, prise de décision en T5. Là, le temps nécessaire ne permet pas de donner les instructions nécessaires pour éviter l'accident. En matière de traitement des risques, il est important de faire un équilibre entre les coûts de mesure et les risques. Augmenter les coûts de mesure, ça réduit le risque, mais chaque coût chaque mesure a un coût, donc il faut trouver juste un juste équilibre entre les deux. Je vais terminer par ceci. Il est important en matière de management des risques d'être certifié ISO 31000. La certification, c'est le seul moyen pour attester qu'on dispose, qu'on maîtrise, qu'on a les connaissances nécessaires pour mettre en place un dispositif de management des risques standard, conforme aux standards et aux meilleures pratiques. La certification de l'ISO 31000 se présente de la manière suivante. Il suffit de suivre la formation ISO 31000 et de passer un examen. Il est important dans le cadre de l'ISO 31000, dans le cadre de l'ISO 9001, l'ISO 14001, l'ISO 15378 et pas mal d'autres certifications, de chercher cette distinction, cette certification pour être en mesure de se conformer par rapport à certaines normes spécifiques. Pourquoi être certifié? Se qualifier pour gérer les risques, reconnaissance formelle et indépendante des compétences personnelles. Les professionnels certifiés bénéficient généralement de salaires supérieurs à ceux des professionnels non certifiés. Je suis arrivé à la fin de ma présentation. Je vous remercie pour votre attention. Monsieur Boudrira, je vous remercie pour cette excellente présentation. Jusqu'à présent, nous n'avons pas de questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer par adresse électronique à l'adresse marketing@pecb.com. Je remercie également tous ceux qui ont assisté au webinaire. Pour voir toutes les annonces et pour vous inscrire au webinaire organisé par le PECB, je vous prie de visiter notre page qui est www.pecb.com. L'inscription est gratuite, alors venez nombreux. Merci.